Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle émission Écoutez, on vous en parle. Une émission spéciale sur la maladie d'Alzheimer. À mes côtés, vos deux chroniqueurs, Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Diego, bonjour à tous. Et à ses côtés, Alain. Bonjour Alain. Bonjour à tout le monde. Je ne me rappelais plus, voilà, donc Alzheimer arrive. Je ne vous le souhaite pas, en tout cas, justement une émission sur la maladie d'Alzheimer. On va en parler, on va recevoir plusieurs invités sur cette émission. Un premier interview avec vous deux et Clara, la psychologue, où sera invitée Mme Beauchamp, qui est présidente de l'association France Alzheimer du 37. Et ensuite, une table ronde avec des professionnels, le docteur de la résidence, Clara la psychologue et Anna la cadre infirmière. Donc, deux grosses parties de cette émission. Et ensuite, on se retrouvera tous les trois à la fin pour faire le bilan de cette émission. Déjà, merci à tous les deux de participer à ce nouveau format qu'on a travaillé. Un format qui, j'espère, reviendra avec d'autres sujets. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Chaudement, en ce jour inondé de soleil et de chaleur. Il fait beau, il fait chaud, et puis vous êtes embêté par une invitée imprévue, une petite mouche. Je l'ai à l'œil, mais elle a des yeux beaucoup plus grands que moi. On va devoir faire l'émission avec elle, hein. Désolé. Voilà. Donc voilà, avant de commencer cette émission, on voudrait présenter tout de même le programme de la semaine sur la résidence, programme un peu spécifique pour cette semaine de mobilisation Alzheimer. Donc on commencera bien sûr la semaine avec l'émission de radio qui sera diffusée sur YouTube, que vous retrouvez dès le 16 septembre sur YouTube pour toute la semaine, et d'ailleurs qui restera après si vous le souhaitez l'écouter plus tard. Un deuxième jour où donc le mardi et le jeudi, des tables rondes seront proposées aux équipes de la résidence du Prunellier. L'idée, c'est de pouvoir parler de cette pathologie, cette maladie, avec eux, un petit peu de les former sur justement évoquer des situations qu'ils peuvent avoir au quotidien avec des personnes ayant cette maladie, et de pouvoir échanger comme ça sur ces sujets. Clara proposera aux résidents un atelier mémoire. Clara, notre psychologue, qui vous proposera un atelier mémoire le mardi 17 septembre à 15h. Le mercredi 18 septembre, alors il y a des rendez-vous qui restent. Vous aurez toujours la gym douce avec Ciel Bleu à 11h. Et ensuite à 15h, c'est la diffusion de l'émission de radio que nous sommes en train de préparer dans les couloirs de la résidence. Même principe que pour les bruits de couloir, sauf que là, c'est sur ce type d'émission. Le jeudi, toujours pareil, donc vous avez un atelier chant à 15h et un atelier cuisine sera proposé dans les unités Alzheimer, l'unité Aloïs et l'unité gérontopsie, l'unité Enosis. Vendredi à 11h, un atelier sport et mémoire sera proposé par Emeline, l'ergothérapeute. Et l'après-midi, vous avez la possibilité, sur inscription, nous proposons un atelier bien-être aidant-aider avec Céline, notre socio-esthéticienne, donc un résident avec son proche, pour cet atelier bien-être où l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver une médiation pour se rapprocher entre aidant et aidé. Et donc là, c'est Céline qui vous accompagne dans cet atelier. Et un dernier événement qui sera le samedi 21 septembre à 14h30, une rencontre avec France Alzheimer pour les aidants, pour qu'ils puissent avoir ce temps de rencontre avec des bénévoles de l'association. D'accord. Une semaine bien remplie apparemment. Hein. Une semaine chargée avec des propositions qu'on a moins l'habitude, comme par exemple cet atelier avec Céline qui sera une petite nouveauté cette année. Très bien. Parfait. Un beau programme pour cette semaine de mobilisation, en effet. Vous avez prévu de vous inscrire à des ateliers ou pas du tout ?
Certainement la mémoire, mais le bien-être, pour l'instant, Dieu merci, ça va. Alors, c'est ouvert à tous, hein. Oui, je suis bien. L'atelier bien-être est ouvert à tous. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, avec votre fille, de pouvoir faire cet atelier où vous allez faire de l'automassage et la confection d'un outil d'aromathérapie. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment ouvert à tous et c'est très intéressant. S'ils sont là, peut-être que ça... Vous pouvez leur en parler si ça intéresse votre fille de faire justement cet atelier. C'est toutes les deux avec Céline. Voilà pour le programme de la semaine de mobilisation Alzheimer sur la résidence. On va démarrer tout de suite par une première pause musique. Alors, des musiques un peu spécifiques aujourd'hui que, pour une fois, vous n'avez pas choisi. Je les ai choisies de mon côté. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez découvrir ces musiques, puisque les artistes ont décidé, avec ces musiques, de parler de la maladie d'Alzheimer grâce à au texte de ces chansons. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir vous les faire découvrir. Alors, on va démarrer tout de suite avec le premier titre. Est-ce que vous connaissez Zaz ? Oui, je connais la... Ah oui. Zaz avait sorti un titre qui s'appelait « Si jamais j'oublie ». Et donc, on va écouter ce premier titre. Et juste après ce titre, vous retrouverez l'interview de Mme Beauchamp, présidente de France Alzheimer. D'accord. Il y a une tourangelle en plus. Zaz, oui. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, 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 oh. Rappelle-moi qui je suis, si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
Appelle-moi le jour et l'année. On passe tout de suite à l'interview. On reçoit aujourd'hui Mme Beauchamp, présidente de France Alzheimer 37, et on écoute Christiane pour la toute première question. Bonjour madame. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? C'est toujours un plaisir pour moi de venir visiter des lieux que je ne connais pas, de parler avec des gens sur mon métier, sur l'association, sur la maladie. Merci. Pourriez-vous nous présenter l'association France Alzheimer ? Alors l'association, c'est l'association de familles et de patients qui présentent une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. En fin de compte, c'est une maladie neuro-évolutive. Hein. On ne va pas chipoter sur le diagnostic. Donc nous sommes donc une association de bénévoles et nous avons plusieurs objectifs. D'abord, on a l'objectif d'écouter, d'accueillir et d'écouter les familles pour leur expliquer un petit peu ce qu'est la maladie d'Alzheimer, l'évolution de la maladie, les aides qui existent par rapport à cette maladie, les partenaires qui existent dans tout l'Indre-et-Loire. Nous sommes là pour compléter les consultations qui ont eu lieu chez un médecin ou chez un neurologue. Ils n'ont pas toujours le temps d'expliquer la maladie. Nous l'expliquons en 1 heure, 1h30 avec les mots de tous les jours, ce qui n'est pas toujours le cas des neurologues. Depuis quand l'association existe-t-elle et dans quel contexte a-t-elle été créée ? Alors, l'association existe depuis mars 1989. Alors, elle a été créée parce qu'en 88, nous avons créé à l'hôpital Bretonneau, en neurologie, une consultation spécifique de maladie d'Alzheimer avec un duo, un neurologue et une orthophoniste spécialisée. Mais il nous manquait un espace où on pouvait parler avec les familles sans avoir notre blouse blanche de consultation. Donc, on s'est rapproché de France Alzheimer Paris, qui venait également de débuter, et on a créé l'association. Et comment avez-vous intégré l'association ? Comment êtes-vous devenue la présidente de France Alzheimer sur l'Indre-et-Loire ? Alors, j'ai intégré l'association parce que j'ai fait partie des fondateurs avec le neurologue qui était le neurologue de mon service et la cadre qui, à ce moment-là, ça s'appelait une surveillante, hein, parce qu'en 89, c'était ça. Et moi, j'étais la secrétaire de l'association. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'association. Et je suis toujours restée dans le conseil d'administration. Nous sommes restés les trois premiers, nous sommes restés 1 an, jusqu'à temps que l'on passe le bureau, la présidence, le secrétariat à quelqu'un d'autre, à une famille. Mais je suis toujours restée dans ce CA. Et en 97, je suis devenue présidente, puisque le président actuel de 97, il y avait un problème, il fallait que quelqu'un prenne sa place immédiatement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous parlez de l'hôpital, c'était quoi votre corps de métier ? Je suis orthophoniste neuropsychologue. D'accord. Savez-vous combien de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée sur le territoire français ? Alors, il y a à peu près 10% de la population qui sont atteints d'une maladie d'Alzheimer. Mais quand on parle de la maladie d'Alzheimer, si vous voulez, on ne parle pas seulement des malades qui sont atteints, mais également des aidants, des familles. Et on pense qu'il y a toujours, il faut multiplier par 3 à chaque fois. Hein. Il n'y a pas que le malade, il y a également les gens qui sont autour. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer à un aidant qui s'adresse à l'association ? Alors, un aidant qui s'adresse à l'association, la première chose, c'est, après lui avoir expliqué la maladie, tout ce qui existe en Indre-et-Loire, c'est de lui faire comprendre qu'il doit se reposer, qu'il doit utiliser ce qui existe en Indre-et-Loire pour avoir un peu de temps pour lui, puisque une maladie d'Alzheimer, ça dure 15 ans, des fois plus, puisque moi j'ai des malades qui ont duré près de 25 ans. Donc ça dure longtemps, c'est épuisant pour l'aidant.
Donc, il doit faire attention à sa santé parce que c'est l'aidant qui est la personne la plus importante pour le malade. Donc, on va lui proposer tout ce qui existe, l'utilisation, c'est pas tellement un beau terme, mais les aides de vie qui existent et qui peuvent aider les aidants, les infirmières qui vont faire la toilette, les aides-soignantes qui vont faire la toilette, qui vont proposer les médicaments. On va proposer également les accueils de jour, hein, où le malade va venir soit un après-midi, soit une journée entière. Pendant ce temps-là, l'aidant va pouvoir se reposer ou simplement faire tout ce qu'il a besoin de faire, mais en étant tranquille. Et puis, on va lui expliquer aussi qu'il existe des hébergements temporaires où le malade peut être pendant 15 jours, 3 semaines dans un endroit, le temps que peut-être l'aidant se fasse opérer ou se repose simplement parce qu'il est au bout du rouleau. Il ne faut pas oublier qu'il y a des aidants qui meurent avant leur malade d'épuisement. C'est quelque chose qui existe véritablement. Quel accompagnement pouvez-vous nous procurer aux personnes âgées atteintes de la maladie ou d'une maladie apparentée? Alors, vous savez, quand il y a un malade d'Alzheimer dans une famille, il y a un isolement total, puisque la personne Alzheimer a besoin de repères et de routines, donc elle ne veut pas sortir à l'extérieur, et l'aidant a peur que son malade ne se trouve pas bien, donc ils restent isolés, ils sont tout seuls. Donc là, nous, on va être là pour les aider à sortir de cet isolement. On va leur proposer, par exemple, des goûters, des sorties à l'extérieur, hein, en prenant en charge une grande partie financière. On va leur proposer des repas au restaurant. On fait ça très souvent, c'est très facile parce qu'il n'y a rien à faire. On va juste mettre les pieds sous la table et c'est très agréable. Voilà, donc on est là pour un petit peu leur proposer des activités pour que justement ils puissent parler les uns avec les autres, les aidants avec les autres aidants, mais également les malades avec les autres malades. Et puis on va leur proposer les accueils de jour, les haltes relais, tout ce qui peut exister. Et quel lien pouvez-vous faire avec les structures accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées ? Alors, on a beaucoup de liens avec les maisons de retraite qui existent en Indre-et-Loire. Bon, je les connais à peu près toutes depuis le temps que je m'occupe d'Alzheimer. Donc, je connais bien les maisons de retraite. Et je vais souvent dans une maison de retraite, soit pour parler de la maladie d'Alzheimer, faire des conférences ou des petites parlottes, soit faire des groupes de parole avec les aidants, les familles qui viennent. Donc, on va parler un petit peu, mais on peut également faire des groupes de parole avec le personnel qui a besoin aussi de sortir certaines choses. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que l'on peut faire. Comment faites-vous pour faire connaître votre association auprès du grand public ? Alors, on va se faire connaître parce que, par exemple, le 21 septembre, nous sommes souvent sur le trottoir du côté de la gare, là, à côté du Rhinocéros, où justement, on va proposer des petits livrets. Il y a donc une grande partie des administrateurs qui sont là pour parler. On fait également la formation des aidants familiaux pour tout le monde. Et donc là aussi, on va faire connaître cette association lorsqu'on fait cette formation spécifique pour les aidants. Et puis, il y a les journaux, les interviews, comme vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est proposé justement dans cette formation à destination des aidants ? Alors, cette formation des aidants, c'est la mesure numéro 2 du plan Alzheimer 2008-2012. C'est donc 6 séances de 2 heures avec les aidants où on va leur expliquer la maladie, l'évolution, comment se préserver, quoi faire, comment communiquer, enfin, donc tout ce que l'on peut donner comme conseil. C'est une formation qui est faite par un binôme. Il y a un professionnel et un bénévole de l'association qui ont été formés spécifiquement à cette formation. Et voilà, donc c'est gratuit.
c'est ouvert à tout le monde. C'est pas seulement ouvert aux adhérents, c'est ouvert à tout le monde. Et quand la personne qui vient dans cette formation d'aidant a son malade à la maison et qu'elle ne peut pas le laisser seul, parce que effectivement, quelquefois, c'est pas possible, nous accueillons le malade dans notre accueil de jour, qui est donc à côté de la salle où on reçoit les personnes en formation. Et c'est gratuit, l'accueil de jour est gratuit également pour les dents. Ils ne payent rien du tout. En parlant de finances, comment est financée l'association ? Alors l'association, elle est financée par les adhésions. Nous avons une adhésion à 35 € par an. Donc elle est financée par l'adhésion et c'est tout. Et puis par les dons qu'on va pouvoir recevoir. Mais c'est tout, on n'a rien d'autre. Comment devenir bénévole et quel rôle peut-on attendre d'un bénévole au sein de l'association ? Alors effectivement, j'ai quelquefois des bénévoles qui viennent, donc je les reçois, je leur explique l'association et puis donc on va essayer de trouver un terrain d'entente où la bénévole va se sentir comme il faut. Nous avons une charte pour les bénévoles qu'elles vont signer, qu'elles vont lire et signer. Mais la plupart du temps, les bénévoles vont venir au niveau de l'accueil de jour. C'est plus facile, puisqu'à l'accueil de jour, soit elles ont une compétence, un hobby qu'elles veulent faire partager, et ça, elles vont venir le faire à l'accueil de jour. Au niveau de l'association, c'est plus difficile. Alors, on va avoir souvent des bénévoles temporaires. Quand on fait, par exemple, le 21 septembre sur le trottoir, on a besoin de gens, parce que de temps en temps, quand même... à un moment donné, on a envie d'aller déjeuner ou simplement aller se reposer et prendre un café. Donc, il y a un bénévole qui va venir et qui va nous remplacer. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci Mme Beauchamp. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, comment contacter France Alzheimer aujourd'hui ? Alors, vous avez soit le numéro de téléphone, alors le 02 47 43 01 55. Voilà le numéro, où généralement, c'est un numéro que j'ai tout le temps avec moi, qui est ouvert 24 heures sur 24, quand je l'entends. Voilà. Mais alors autrement, vous avez l'accueil de jour, donc, vous avez un mail accueil lescapucines@gmail.com. Là, c'est pareil. Il y a également un mail de l'association. Alors, donc, du coup, le mail de l'association contacte 37@francealzheimer.org. Voilà, on vient de le changer, donc je ne le connais pas par cœur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On remettra justement les contacts en description de l'émission de radio pour que chacun puisse les retrouver. Merci beaucoup d'avoir été venu, d'avoir accepté l'invitation. On va aller visiter un petit peu l'établissement. Merci Christiane et Alain d'avoir fait l'interview. On va continuer l'émission maintenant et passer à la suite. Merci. Bon courage. Merci, madame. Merci, madame et monsieur. Et bon courage surtout. Merci. Merci pour les malades. Alors, messieurs, dames, comment s'est passée cette interview avec Mme Beauchamp, présidente de France Alzheimer 37 ? Pour moi, elle a répondu à toutes nos questions. Surtout comment les familles pouvaient déjà s'intéresser justement à cette association. Combien lui a posé des questions donc, sur la façon de... Comment on pouvait aider pour les aidants, surtout. Et oui, une maladie difficile à prendre en charge. Donc, on a eu un petit éclairage rapide. Donc, ça permettra de creuser les questions et d'aller approfondir ses connaissances sur le site de France Alzheimer. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la prochaine partie qui va être une table ronde. Donc, vous allez vous absenter de derrière le micro pendant une petite demi-heure. On va laisser la place à 3 professionnels. Donc,
Clara, la psychologue, qui était avec nous pendant l'interview de Mme Beauchamp, le médecin coordinateur de la résidence du Prunellier, Dr Bernard, et Anna, la cadre infirmière, qui vont ensemble échanger sur le sujet. Donc, une partie que vous retrouverez sur l'écoute. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu... Ça sera une partie inédite pour vous de cette émission. C'est la seule où vous serez absent. Mais on se retrouve juste après cette dernière partie pour faire un petit point sur cette émission. Avant de démarrer cette deuxième partie, nous allons lancer une pause musique. Et justement, en parlant des aidants, une chanson de Étienne Drapeau. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Drapeau. Non. Interprète de la chanson « Je serai là ». Et il parle justement à la place d'un aidant. Je vous laisse écouter ce titre. Quand ton passé sera fragile, que ton avenir sera papillon, parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes 16 ans. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Les jours et le temps qui file auront enfin gagné la guerre. Quand ton corps frais et immobile deviendra ta prison de verre. Quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire. Car je sais qu'à jamais elle brille, l'étincelle dans ton cœur de mère. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Je serai là. Pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Je serai là. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai?
je serai là. Quand tu me demanderas qui je suis, 1001 fois je te redirai, c'est toi qui m'as donné la vie. Je serai toujours à tes côtés. Nous démarrons la dernière partie de notre émission avec la table des pros. J'accueille 3 invités pour cette table des pros. À ma droite, Anna, cadre infirmière. Bonjour Anna. Bonjour Diego. À ses côtés, Docteur Bernard, qui nous a rejoint, médecin coordinateur de la résidence et médecin traitant. Et à ses côtés, Clara, qui est là depuis le début de notre émission, psychologue de la résidence. Rebonjour Diego. Et moi, bonjour pour la première fois. Bonjour docteur, bonjour Anna et rebonjour Clara. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la maladie d'Alzheimer. Docteur Bernard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est cette maladie ? C'est une pathologie qui est une pathologie neurologique et qui est exclusivement sur les problèmes de la mémoire. Alors, schématiquement, la mémoire, vous avez la mémoire des faits très anciens. C'est vous avez vécu où quand vous étiez petit. Et puis la mémoire des faits récents, c'est tiens, il faut que je fasse les courses, il faut que j'achète je ne sais quoi. Et la maladie d'Alzheimer, avant tout, c'est l'atteinte de cette fameuse mémoire récente. Une mémoire, c'est quoi ? C'est j'ai une information, je l'enregistre, je l'utilise dans l'immédiateté si j'ai besoin. Si je n'ai pas forcément besoin, je la stocke. Et quand j'en ai besoin, je vais chercher dans le stock, je restitue et je me sers de l'information. L'Alzheimer, lui, c'est justement ça qui est problématique en ce qui le concerne. C'est que les nouvelles informations, il a du mal à les enregistrer, il a du mal à les stocker et encore plus de mal pour les restituer. Ça a créé du coup d'autres symptômes ? À partir du moment où les personnes vont avoir tous ces points de repère qui sont leurs informations pour pouvoir vivre au jour le jour, dès que ça va être perturbé, ça va influencer leur vie de tous les jours. C'est la personne qui va vouloir se préparer à manger, voilà, et puis qui, oui, mais où est la cuisine ? Ou alors elle est dans la cuisine, elle veut se faire chauffer une tasse de café, un peu de lait, et elle prend sa casserole, elle prend le lait, et puis, pour une raison XY, il y a un bruit, peu importe, et elle oublie qu'elle avait ouvert le gaz, et puis qu'il vaut mieux mettre une petite impulsion électrique. Et puis, quand elle revient, si elle l'a mis au dernier moment, ça risque d'exploser, etc. C'est une des raisons pour lesquelles les personnes qui ont ces troubles de mémoire, la première chose qu'on va demander dans l'entourage, c'est de neutraliser tout ce qui est à base de gaz. C'est un exemple qui envoie un autre. Oui. Les sources de danger, quoi. Donc, une maladie qui va se dégrader au fur et à mesure du temps. Alors, c'est la maladie qui va évoluer, c'est le patient qui va se dégrader. Et tout simplement parce qu'elle va prendre de l'ampleur. Il y a différentes formes qui peuvent être observées, mais globalement, c'est tout ce qui va être dans la gestuelle de tous les jours et dans le mode de vie qui va être de moins en moins efficient dans la mesure où la personne n'a plus les codes pour pouvoir faire ce dont elle a souhaité faire l'action, la réalisation, tenir un discours, jouer aux cartes, faire quelque chose. D'accord, très bien. Alors, quelquefois, c'est pallié par des automatismes. Un exemple très caricatural, c'est la personne qui a l'habitude de faire ses courses. C'est très ritualisé. Un exemple qui est vécu dans la patientèle d'un monsieur où, vers 11h30, sa femme lui dit « Dis donc, tu ne peux pas aller me chercher je ne sais quoi à la petite supérette ?» Il avait franchement l'habitude. Le tracé était très caractéristique. Il y va, sauf que ce jour-là, travaux. Sur le chemin habituel, travaux. Il suffisait de tourner avant, tourner après, peu importe.
Et ils l'ont retrouvé à 35 km d'ici parce qu'il s'est perdu. Voilà. Un autre exemple, c'est une personne qui était dans un quartier de Tours, ritualisé, il avait sa petite chambrette, il était tranquille, c'était la mascotte du quartier. Et tous les matins, il descendait, hop, tournait à gauche et au petit café, il discutait avec le copain et machin, etc. Parfait. Manque de chance, récupération de la chambre par le propriétaire, branle-bas de combat, et il s'est trouvé que, grande chance, juste en face dans la rue, un appartement s'est libéré. Le week-end, tout le monde a déménagé, le grand-père, la mascotte du quartier, c'était bien. Et qu'a fait le grand-père le lundi matin ? Il est descendu, puis il a tourné à gauche. Sauf qu'il avait traversé la rue. Bilan, il aurait fallu qu'il tourne à droite. Et il s'est perdu. Ouais, donc, le moindre changement de repère... C'est là où il faut faire attention à ce que... Dans certaines familles, on a des personnes qui disent non, il a toute sa tête, etc. Mais c'est attention à ce qui va être la gestuelle et le mode d'action qui est ritualisé et qui est une habitude, et ce qui est consciemment décidé. Et dans le consciemment décidé, ça va énormément se perdre. Et quelquefois, c'est même l'entourage qui auto-entretient ce genre de choses. Voilà. Oui. Parce que c'est très... Non, il ne faut pas qu'il fasse ça parce que sinon, il ne va pas y arriver tout seul. Bon, on le fait, on l'aide et puis il y arrive très bien après. Oui, mais c'est de l'automatisme. C'est de l'automatisme. Et l'automatisme, ce n'est pas de la décision réfléchie. On se rend compte des fois au domicile que certains aidants ne se rendent pas compte forcément des troubles que peuvent avoir leurs proches parce que c'est compensé aussi par l'entourage de temps en temps. Ça peut aller très loin. Inconsciemment, en plus, finalement. Alors, inconsciemment ou consciemment, vous avez eu un cas, mais c'est comme ça, d'une personne qui, au sein d'un couple, donnait le change très bien. Et dans la vie sociale, ils étaient invités par... Voilà. Et le monsieur est décédé. Bon. Et la femme, alors vraiment, décompensation brutale, quoi. En l'espace de 48 heures, ça a été la catastrophe. Et puis, au fur et à mesure que les proches, vraiment très intimes, et en fait, le monsieur, depuis des années, c'est lui qui s'assurait toute l'hygiène de sa femme, qui habillait sa femme, qui déshabillait sa femme, qui maquillait sa femme, qui coiffait sa femme, depuis des mois, des années. Donc, elle a complètement décompensé. Non, elle n'a pas décompensé. Elle a simplement eu l'absence d'aide qu'elle avait la veille par le décès de son mari. Alors, du coup, une pathologie qui ne se soigne pas aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui existe ? Non, il n'y a pas de traitement médicamenteux efficace. D'accord. Mais les traitements non médicamenteux sont largement supérieurs aux traitements médicamenteux. Alors déjà, les traitements médicamenteux, c'est très simple. Il n'y en a aucun d'efficace. Il peut y avoir une incidence parce que, notamment quand il y a des troubles du comportement et notamment dans le comportement social, certaines molécules permettent d'apaiser un petit peu. Mais voilà, on soigne la conséquence, on ne soigne pas la cause. Et en ce qui concerne la prise en charge de l'Alzheimer, c'est avant tout quelque chose qu'il ne faut pas filer et confier au médecin. Et il faut le confier à tout ce qui va être psychologue, orthophoniste, kiné, non. Voilà. Donc, on ne va pas voir un médecin. Non. Non. D'accord, donc c'est l'occasion. Va prendre la parole, c'est l'occasion de prendre le relais avec la psychologue. et puis Anna, du coup, finalement, l'accompagnement qu'on peut avoir avec la personne qui a une pathologie Alzheimer, justement. Alors, on pense aux familles justement qui sont à domicile et qui pourraient justement se poser des questions sur comment les accompagner au quotidien, comme on dit. Est-ce que faire à la place d'eux ou justement accompagner à faire soi-même, je ne sais pas C'est vrai que la plupart du temps, on arrive déjà à voir des situations comme ça dans les visites de préadmission qu'on fait pour les admissions, justement. Combien de fois on va au domicile et on se rend compte justement des cas, un couple typiquement, où il y a le mari qui s'occupe de sa femme et de façon inconsciente le fait depuis des années, justement. On peut pallier à ça C'est difficile parce que c'est un début insidieux, progressif, donc. Et il faut arriver à avoir un petit peu de recul et se dire, aider quelqu'un, c'est pas se substituer à lui. Voilà. C'est pas se mettre à sa place. Il y a une formule qui est applicable pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, c'est « laisse-moi être autonome ». Oui.
Et une des formules que j'aime bien, c'est surtout « aide-moi à pas avoir besoin de toi ». Et justement, si on peut faire un peu le lien sur l'accompagnement qu'on propose au sein de l'établissement, je pense particulièrement à l'unité Alzheimer, l'unité Aloïs, Espace Aloïs. On va proposer au quotidien des accompagnements avec des tâches de la vie quotidienne qui sont proposées aux résidents pour qu'ils continuent à maintenir leur autonomie sur des choses qu'ils faisaient déjà au domicile, en fait. Donc, c'est participer, c'est des petites choses au quotidien, c'est participer à mettre la table, à débarrasser, à faire la vaisselle, continuer à entretenir ces choses-là pour essayer de maintenir le plus de capacités préservées, en fait, dans le temps. Et sur les temps de soins aussi, je suppose que c'est à peu près Tout à fait. c'est la même chose. Exact. L'accompagnement des résidents dans l'espace Aloïs par l'équipe soignante, c'est un accompagnement spécialisé. Du fait que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ils vont avoir besoin de plus de temps pour les soins. Parfois, il va y avoir du refus, parfois de la négociation. On va avoir besoin de la guidance pour qu'ils puissent continuer à préserver leurs capacités et donner l'opportunité de faire leurs actes de vie quotidienne comme avant et pouvoir continuer à... Un semblant de normalité, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et si je peux me permettre de compléter, il y a aussi ce qui est super intéressant sur l'unité, c'est qu'on va s'adapter aussi au rythme de vie du résident, dans le sens où un résident, un matin, voudra pas faire la toilette, on peut le proposer en plein milieu de l'après-midi, en fin d'après-midi. C'est des temps de soins qui s'adaptent aussi aux différents moments de la journée, comme les temps de repas d'ailleurs. Effectivement, dans cette unité, les soignantes ont la possibilité de préparer le petit déjeuner des résidents et ça va être proposé tout au long de la matinée. Et pas forcément en horaire spécifique. Il y a des résidents qui aiment bien rester plus de temps au lit le matin. D'autres, pour le contraire, vont se réveiller très tôt. Donc voilà, ils vont avoir aussi cette possibilité de pouvoir prendre leur petit déjeuner à leur rythme. Et par la suite, débarrasser leur plateau, faire la vaisselle s'ils le souhaitent. Voilà. Je reviens. Une question générale, je sais, il n'y a peut-être pas forcément de réponse à cette question, mais justement, pour revenir sur justement ces pertes de repères, etc., quel est le moment finalement dans l'orientation peut-être de la pathologie où l'idéal de rentrer en institution, justement, est-ce que l'idéal, c'est d'attendre justement que cette pathologie évolue de plus en plus, ou au contraire un peu plus tôt? C'est une question que je m'étais posée personnellement, un peu plus tôt, où que les personnes puissent avoir le temps d'avoir quelques repères. Mais il n'y a peut-être pas de vraie réponse à cette question, mais... Ça dépend de la volonté de chacun. De chacun, de l'accompagnement peut-être au domicile aussi, qui a déjà été mis en place, ou pas du tout. Il y a des personnes qui ont des aides à domicile et que du coup, ils peuvent rester plus de temps justement parce qu'ils ont cet accompagnement. D'autres, pas du tout. Voilà, ça dépend vraiment de ce qui a été fait en amont, en fait. Je pense qu'il y a une période difficile, c'est entre la personne qui commence sa pathologie de type Alzheimer ou apparentée et la personne qui est complètement avec ses pertes de repères, qui n'a plus de mémoire, sinon que c'est fait très ancien. Pourquoi ? Parce que dans l'intermédiaire, vous avez la personne qui va de temps en temps avoir quelques petits flashs avec une performance mnésique, des fonctions de mémoire, si je puis dire, qui vont être suffisamment pertinentes pour qu'elle se dise « mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi je suis là ?» Et puis, si dans un quart d'heure, elle l'a oublié, peut-être, sauf que ça va lui faire un quart d'heure de grandes difficultés pour elle. Alors, il y a très souvent des personnes qui ont ce symptôme clinique-là, c'est qu'on les retrouve plantés devant une fenêtre, le regard dans le vide. Et puis après, hop, ça part. Mais c'est parce que quand il y a un laps, un tout petit moment où elles ont cette pseudo-conscience, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Alors, au tout début, c'est un bon moment pour institutionnaliser les gens selon le desiderata qu'elles ont exprimé avant, selon le desiderata des familles, les possibilités techniques qu'il peut y avoir. Parce que, pour reprendre l'expression d'une personne d'un certain âge, il a dit, quand on rentre dans une maison de retraite, dans un EHPAD, peu importe, la première chose qu'il faut pouvoir faire, c'est en sortir. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir se dire, voilà, c'est mon nouveau domicile, et pouvoir se permettre d'incorporer des points de repère, parce que ça marchera par points de repère.
Si, à l'inverse, on attend très longtemps, la personne qui n'aura plus de la possibilité d'incorporer des points de repère et qui n'aura plus une vie dans l'instantanéité, elle, ça ne va pas poser un problème. Parce que de toute façon, qu'elle soit chez elle, qu'elle soit chez un de ses enfants ou qu'elle soit en institutionnalisation, eh bien, nous n'aurons pas de problème. La problématique, c'est la période du milieu. La problématique, c'est la période du milieu. Très bien. On parlait aussi donc des conséquences de cette pathologie avec peut-être des troubles du comportement, peut-être de l'angoisse du patient. On peut y répondre alors de manière médicamenteuse, vous l'avez dit, mais le meilleur moyen, c'était le non médicamenteux. Ici, on propose des thérapies non médicamenteuses. Est-ce que, Clara, tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond? Alors, on propose différents types de thérapies non médicamenteuses, effectivement. On va avoir tout ce qui est un peu dans... quand on intervient au quotidien, ça peut apparaître à n'importe quel moment de la journée, finalement. On a ce qui s'appelle les activités flash. Donc, on a un chariot dans l'unité avec différents types d'activités flash. On va utiliser des activités qui font sens pour le résident, donc en fonction des éléments de l'histoire de vie, des choses qui lui parlent. Est-ce que c'était quelqu'un, je ne sais pas, qui avait l'habitude... d'aller se promener dans le jardin et ça lui fait du bien. À ce moment-là, c'est des activités qu'on va pouvoir proposer sur un temps T. Le but, c'est pas uniquement de détourner l'attention. Le but, ça va être d'accompagner le résident dans son trouble, que ce soit de l'anxiété, effectivement, que ce soit de l'agressivité, de la colère. Essayer de comprendre pourquoi déjà le trouble apparaît, vérifier que c'est pas quelque chose de somatique dans un premier temps. Une fois qu'on a vérifié ça, c'est accompagner ce sentiment-là, dans quel contexte ça s'est créé. Une fois qu'on a la possibilité de le valider, comment on va pouvoir l'accompagner par l'activité et un détournement attentionnel sur quelque chose d'un peu plus positif aussi peut-être. Et justement sur des éléments avec des activités qui parlent aux résidents. Ça peut être, on a par exemple, je sais pas, des mandalas, on va avoir des jeux de société, de la lecture du journal. On a vraiment beaucoup de médiation possible, de la musique aussi par exemple, en fonction de ce qui parle aux résidents. La musique qui fonctionne bien. La musique qui fonctionne très bien. Dans l'unité, on a la borne mélo, oui, qu'ils utilisent tout au long de la journée pour rythmer un petit peu la journée. On va avoir, après, il y a des temps d'activité ponctuels. On va avoir tout ce qui est Ludospace qu'on déploie sur la structure. Donc, Ludospace, c'est une thérapie non médicamenteuse par le jeu. Le but, ça va être de proposer des activités, des jeux qui sont adaptés aux résidents, donc qui ne vont pas les mettre en échec, justement, un temps de jeu agréable. On va avoir plein de jeux différents, on va avoir des choses un peu plus sensorielles. On a un bac à sable dans lequel on peut reproduire certaines formes, par exemple. On a des jeux de règles simples où il faut poser des pièces en équilibre sur un bateau. Et en fait, ce qui est intéressant avec le Ludospace, c'est qu'on va laisser le résident s'approprier chaque jeu, justement. Il n'y a pas de règles définies avant. On va essayer de voir comment il s'approprie un peu l'objet. Nous, on va mettre les jeux de manière à ce qu'ils soient prêts à jouer. Donc, on va mettre des pièces un peu à droite, à gauche pour que ça invite le résident à jouer. On est juste un guide. On va chercher à accompagner le résident dans la dynamique dans laquelle il va avec le jeu pour que ce soit un moment agréable pour lui. S'il a décidé de reproduire, on a des jeux avec des formes. S'il a décidé de reproduire plein de formes les unes à côté des autres, le but c'est de l'encourager là-dedans et de le laisser faire et de voir comment il s'approprie les choses. Donc ça, c'était pour le Ludospace. Après, on a aussi des médiations qui sont plus sensorielles, donc avec le Snuzzlen qu'on a développé au niveau du pôle d'activité soins adaptés, pas forcément en unité encore. Mais ça va plus être des temps de soins agréables, avec des temps de massage, avec une lumière qui peut être agréable. C'est dans un environnement en général un peu plus fermé, dans une chambre par exemple. C'est plus que dans un lieu de passage pour pouvoir apaiser la personne. C'est un moment de détente, de bien-être, qui permet aussi de diminuer parfois les troubles du comportement. Sur l'accompagnement des troubles du comportement... Ce que je pourrais dire, c'est que, par exemple, les activités flash, effectivement, on a un chariot qu'on utilise, mais on invite toujours les soignants à faire des activités flash avec d'autres choses que le chariot. Parfois, de tourner entre guillemets l'intention d'un résident dans le jardin parce qu'on va voir les fleurs, on va se promener. C'est aussi une activité flash et qu'ils arrivent souvent à diminuer les troubles. Je me permets de rebondir là-dessus, mais oui, c'est aussi, on en parle un petit peu aux soignantes aussi. Effectivement, on n'est pas obligé de s'appuyer sur ce support-là. Il y a aussi beaucoup de résidents qui ont des photos de famille en chambre.
Donc le Les but aussi, c'est de albums. pouvoir s'appuyer sur une photo, parler d'un souvenir qui est positif lié à la photo en général, pouvoir échanger un petit peu quand ils sont encore en capacité de le faire, quoi leur évoque la photo, quel souvenir est associé. On a vraiment des supports et des outils qui sont très larges qu'on peut retrouver au domicile aussi. En fait, on n'est pas obligé d'avoir un chariot spécialisé. C'est ça qui est intéressant, c'est que au quotidien, les soignantes sur l'unité, elles proposent des activités flash parfois même sans s'en rendre compte. C'est ça. Et en fait, finalement, bien connaître le résident, son histoire de Oui. vie, ses appétences au quotidien, Complètement. pour pouvoir justement utiliser tout ça pour qu'ils se sentent mieux à ce moment-là C'est ça. sur un trouble du comportement. C'est ça, et ça peut être accompagné par une tâche de la vie quotidienne. Une personne qui va être anxieuse ou en colère, c'est lui dire on comprend, enfin essayer de comprendre déjà pourquoi, mais est-ce que est-ce que vous voulez bien nous accompagner sur telle tâche pour essayer de... D'où l'importance de l'accompagnement spécifique dans cette unité et des soignantes qui ont des formations et surtout qui ont été volontaires pour travailler dans cette unité. Oui, c'est important. Et puis, du coup, ils ont vraiment un accompagnement sur la journée complète, finalement, donc du lever avec des soins, de la stimulation sur le soin, à l'accompagnement à chaque repas, Tout à fait. aux activités de la vie quotidienne, comme vous le disiez, et vraiment sur Dès le matin jusqu'au soir, ils vont s'occuper des résidents dans tous ces actes. tous les temps de la journée. Tout ouais. à fait. On a peut-être même pas parlé encore comment ça se passe sur l'unité, combien de soignantes il y a, tu pourrais peut-être en parler un peu. Alors, notre unité, notre espace Loïs, il est composé de 12 chambres individuelles, donc potentiellement 12 résidents. J'ai 2 aides-soignantes par jour. D'ailleurs, on peut même parler, dire leurs prénoms. Donc, j'ai Laurence, Sylvie, Salomé et Sandrine, qui ont choisi de travailler dans cette unité, qui ont demandé à aller et à être formés pour travailler avec des résidents qui ont cette pathologie. C'est très intéressant, ça. Très, très intéressant. Et notamment, souvent, les personnes, quand elles sont dans cette pathologie, peuvent avoir des moments avec une certaine irritabilité, voire agressivité, tout simplement parce que dans le présent, elles se sentent déstabilisées. Il y a des erreurs qui sont très souvent faites, mais par les proches qui se veulent être aidants, mais ce n'est pas une erreur volontaire, c'est de l'involontaire, qui est de dire, mais on va stimuler leur mémoire. Bon, tiens, tu vois, toutes les photos, donc ça tu vois, c'est le petit-fils du côté de la grand-mère, du machin, du truc. Il y a longtemps qu'elle a oublié qu'elle avait des enfants et qu'elle avait encore plus des petits-enfants. Par contre, quand les personnes sont déstabilisées, quelque chose qui marche toujours, c'est détourner effectivement leur attention. Ça ne veut pas dire leur faire raconter n'importe quoi, mais c'est de les remettre dans un contexte dans lequel elles sont, à leurs yeux, plus valorisées. Alors, un grand classique chez les hommes, qui maintenant va se perdre de plus en plus parce que le temps passe, mais il y a encore quelques années, ça marchait très très bien. Mais dites-donc, vous êtes né en telle année, il ne faut pas lui demander en quelle année il est né. Quelquefois, il s'en souvient, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, ça vous fait... ah oui, quand même pas mal, ça. Mais dites-donc, vous avez vécu la guerre, vous. Et là, généralement, le magnétoscope et le magnétophone sont enclenchés. Et électriquement, ça m'est arrivé une fois d'avoir un monsieur comme ça. Au bout d'une heure et demie, on a bien discuté tous les deux docteurs. Je n'ai pas sorti un mot. Et un monsieur dans un EHPAD avait son discours très stéréotypé. Et il était très content. Et à l'écouter, on disait... Waouh, quelle mémoire! Il était en capacité de décrire l'insigne qui était sur son char, etc. Mais si une personne avait la malencontreuse idée de lui poser une question, disant, il était clair ou bleu foncé? Terminé. Et le monsieur reprenait son discours à l'origine. Voilà. Mais à la fin, là, il était dans son monde. Mais son monde s'est arrêté il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et là, on lui demande d'un seul coup d'être opérationnel dans le monde d'aujourd'hui. Mais le monde d'aujourd'hui, il ne sait pas qui c'est. Et ça, les détournements comme ça, c'est très intéressant. Et c'est le but de ne pas mettre des règles dans les jeux, dans justement cet open space où on peut avoir ou n'importe quel chariot d'urgence. C'est un chariot d'urgence entre guillemets, c'est pas un médicamenteux, mais c'est un chariot qui va permettre de leur donner des outils pour s'inventer quelque chose. Voilà. Et justement, on vous entend parler, souvent on arrive à un moment, alors ça nous arrive tous les jours, hein, un résident perdu, donc justement dans le temps,
Ça nous arrive qu'ils cherchent leurs parents, par exemple. Mm. Et donc là, quelle est la qu'est-ce qu'on réponse? fait Quelle est la réponse? Alors, il y a une règle absolue, c'est ne jamais leur mentir. Ça, c'est valable comme avec les enfants. Vous allez me dire, vous êtes bien mignon, mais si vous avez la personne de 80 années, mais vous avez bien vu ma mère, elle est passée tout à l'heure, il est sûr que c'est peu probable qu'on ait croisé la mère de cette personne de 80 ans. Eh bien, c'est de dire, non, je ne l'ai pas croisée. C'est évident qu'on ne l'aura pas croisée. Ah, pourtant, elle est passée là. C'est possible, mais je ne l'ai pas croisée. Voilà. Mon mari, il est où? Je ne peux pas vous dire où, leur dire. Il n'est pas dans l'établissement actuellement. Il ne sera jamais. Mais est-ce que dans la réponse, c'est bon? Oui, mais ça serait une réponse qui sera cohérente, mais ça ne sera pas un mensonge. Parce que si on commence à partir de là, il ne faut pas oublier que lorsque la personne a complètement perdu ses points de repère et ses mémorisations, c'est entre guillemets pas grave, je dis bien entre guillemets, hein, d'accord? Mais lorsqu'il y a de temps à autre des petits flashs où la personne dit mais qu'est-ce qu'il m'a raconté en fait là, et ben là c'est le bazar complet quoi. C'est toujours avoir des réponses qui soient cohérentes et qui soient honnêtes avec les gens. Ouais, dans l'immédiateté, ça permet de rebondir sur la femme qui cherche son mari. Et donc là, derrière, ce qui va se présenter, c'est qu'effectivement, le fait de rappeler la présence du mari, c'est de rappeler des souvenirs et de rebondir sur les souvenirs. Et là, elle va raconter ses vacances à Biarritz, elle va raconter machin. Alors, les plus performantes, c'est celle à Vierzon. C'est pas Fion, les vacances à Vierzon. Mais derrière, ça va offrir un avantage, c'est que la personne, ça va la détendre, ça va la remettre dans un contexte qui lui est agréable. Et l'absence de son mari sera différente parce qu'elle aura, à la limite, elle sera à nouveau avec lui. Même si la réalité n'est pas là, mais sa réalité intellectuelle le sera. Connaît aussi la difficulté justement sur ce temps de nuit qui peut être difficile sur les personnes atteintes de cette pathologie. Certains angoissent de soir. Ouais, comment ça exemple, fonctionne? Comment on j'ai les la accompagne? chance d'avoir une équipe de nuit très présente. Ils sont aussi formés et ils sont dans cette unité pour pouvoir justement être là auprès des résidents quand ils ont besoin, les accompagner en chambre. S'il y a besoin d'un temps d'animation de la nuit, ça peut arriver. Hein. Ils sont également là. Ça arrive qu'ils fassent des jeux de société avec des résidents qui ne veulent pas dormir la nuit. Voilà, c'est pas grave de ne pas dormir. Mais absolument pas. Hein. C'est comme ça, c'est le rythme de vie des résidents, parfois à cause de cette pathologie. Donc voilà, ils sont là, ils sont présents, ils s'occupent des résidents comme il faut. Donc bravo aussi à mes équipes de nuit pour l'accompagnement proposé. Merci Anna. On va finir là-dessus. Merci Anna pour ton intervention, docteur Bernard. Et Clara pour toute ta présence sur l'ensemble de l'émission, de cette émission spéciale Alzheimer. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Christiane, Alain, je vous retrouve derrière les micros après cette table ronde des professionnels. Content d'être de retour avec nous. Oui, bien sûr. Enchanté. sans chanter, mais... on est enchanté, on est très bien content. Ça vous dérange pas d'avoir prêté les micros pour... Pas du tout. C'est porteur d'enseignement. Et le partage est intéressant de toute façon. Eh bien, complètement. Et c'était justement le propos de cette table ronde, c'était de pouvoir faire un échange entre professionnels avec justement les différents points de vue des professionnels et justement pouvoir en parler aux aidants, échanger justement et peut-être donner des petites aides aux aidants. En sachant que de toute manière, je crois qu'il n'y a pas de règle parfaite pour accompagner... Non. Chaque cas est différent et chaque malade, entre parenthèses, ses exigences. Donc, il faut savoir prendre le temps avec ces gens-là. Complètement. Et on va pouvoir en rediscuter tous les trois pour la dernière partie de cette émission, la vraie dernière partie, le temps où on va justement se quitter. Mais juste avant ce temps-là, une dernière musique qui porte bien son nom puisqu'elle se nomme la Symphonie d'Alzheimer et elle est interprétée par Luce.
Peut-être que je fais ma gamine, mamie. Peut-être je suis trop fragile. Mais je sais lire entre tes lignes, mamie. Je connais le langage des signes. Dis-moi que t'as pas tout effacé, mamie. Que t'as pas vidé la corbeille. Le disque dur n'est pas cassé, pardi. C'est le passé qui s'est mis en veille. Dans l'antre de ton cœur d'enfant. Si tu réussis à t'y rendre, tu y trouveras le brin d'encens que j'avais laissé en décembre. Je veux bien l'allumer pour toi. Tu n'es pas seul dans ce brouillard. Je suis ce petit feu de bois, cette lueur dans ta mémoire, cette lueur dans ta mémoire. C'est rien qu'un vent de nostalgie, mamie, qui fane comme un bouquet de fleurs. Telle est la triste tragédie, mamie, d'une ritournelle sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, rythmée sur tes battements de cœur. Une rengaine tombée dans l'oubli, mamie. C'est la symphonie d'Alzheimer. Tu sais, c'est pas que ça m'abîme, mamie. Je voudrais pas que tu crois ça. Mais je devine entre tes rides, mamie, que la vie s'est jouée de toi. Tu peux pas refermer le livre, mamie. L'histoire ne finit pas comme ça. Ce n'est qu'un seul chapitre à vivre, mamie. L'auteur a prévu mieux pour toi. Puis t'as pas pu tout oublier. Tu fais semblant, je te crois pas. Le cœur c'est une bougie mouillée, tu sais, qu'on peut rallumer quelquefois. Tout est écrit sur ces photos. Nos souvenirs s'y tiennent la main. Ferré raconter des ragots. Avec le temps va, tout s'en vient. Avec le temps va, tout s'en vient. C'est juste un vent de nostalgie, mamie, qui s'essouffle en accord mineur. C'est la partition gribouillie, mamie, de cette ritournelle sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, gravée pour un temps dans nos cœurs. Cette chanson, tu l'as écrite, mamie. C'est la symphonie d'Alzheimer. Cette chanson, tu l'as écrite, mamie. C'est la symphonie. Encore une très belle chanson Oui. qui parle de cette maladie d'Alzheimer. 3 magnifiques chansons aujourd'hui pour cette émission spécifique. C'est vraiment le sujet. Voilà, 3 chansons qui parlent vraiment du sujet. Alors là, on avait le cas d'une petite fille qui parlait de sa mamie. sa mamie. Qui avait la maladie d'Alzheimer. Voilà. La chanson d'avant, c'était le fils, la fille, enfin, qui parlait. Et la première chanson de Zaz, où c'est elle-même voilà. la personne qui parlait. J'ai volontairement choisi ces 3 chansons. C'est un qui très très bon choix.
Voilà. Alors, il en existe encore d'autres. Vous en avez une très connue qui s'appelle Les violons du passé de Didier Barbelivien, qui est très très belle aussi. Malheureusement, on a dû faire un choix et en mettre. Et c'est ces trois-là que j'ai choisi, justement par ces trois aspects et ces trois regards différents. Je pense que ça va toucher quand même certaines personnes. Je pense, oui, complètement. Et je trouve qu'elles ont la façon dont ces trois chansons parlent de cette maladie est très poétique et les auteurs ont été très bons sur ces trois chansons. Très expressif, tout à fait. Oui, ça fait un petit mal au cœur, un petit pincement. Oui. Par moments, je retenais mes larmes parce que franchement, les paroles sont magnifiques. Elles transmettent très bien les émotions, en tout cas. Et ce que peuvent vivre justement les aidants et les personnes qui ont cette pathologie complètement très difficile, autant pour le malade, mais souvent beaucoup plus difficile pour les proches. Donc voilà. Comment s'est passée cette émission, messieurs, dames ? Pour moi, une émission particulière. Une émission particulière à ne pas oublier, à ne pas laisser de côté, quoi. Complètement. Justement. On est loin de notre émission avec les horoscopes, la météo, etc. Ça change un peu et puis ça fait quand même... Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette maladie, qui ont des réflexions des fois qui, malheureusement, font mal. Donc c'est important d'en parler. C'est important, comme d'ailleurs, je crois, toutes les maladies. Très important d'en parler. J'espère que les prochaines sont aussi intéressantes que celles-ci, puisque vous nous avez dit qu'on en ferait à peu près une par mois. Voilà, ce format d'émission, donc écoutez, on vous en parle, est un format donc, qui viendra une fois par trimestre. Alors un petit peu, donc elles seront toutes un peu différentes. Donc là, on a créé ce format pour la semaine de mobilisation Alzheimer, mais on pourra avoir, par exemple, je ne sais pas, la prochaine fois, parler soit d'une autre pathologie, soit d'une problématique qui peut exister sur justement un âge. Je pense que, par exemple, la prochaine émission sera peut-être sur la partie nutrition, puisque c'est un sujet en fin d'année. Souvent on en parle, on a une semaine justement de mobilisation pour parler de la nutrition et ça peut être intéressant justement de voir un petit peu les difficultés qu'à un certain âge on peut avoir au niveau de nutrition. Quelle est la différence entre une personne adulte lambda et à un certain âge une personne plus âgée et pouvoir parler justement des différentes textures aussi qui existent, des textures d'alimentation et qui sont proposées aussi par exemple sur notre résidence mais sur l'ensemble des résidences ou à l'hôpital par exemple. Voilà. Là, ici on le voit tous les jours, des personnes qui il y a ne serait-ce que 3 semaines étaient très bien et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, se mettent à plus vouloir manger ou alors ont des problèmes qui font des fausses rousses, comme on dit. Problème de déglutition. Voilà, je cherchais le mot, merci. mais de rien, avec grand plaisir. Et ça, moi, je le vois tous les jours. Et bien justement, ce sera peut-être un sujet pour une prochaine émission. Oui. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce nouveau format. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci avec Diego. Grand plaisir. Je lance le jingle de fin. On remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté à cette émission. Eh bien, on fait ça en jingle. Voilà. Et bonne continuation à tout le monde. Merci à tous d'avoir écouté notre nouveau format d'émission, une émission sur la maladie d'Alzheimer. Nous nous retrouvons dès le mois d'octobre avec les bruits de couloir et bien sûr une prochaine émission de ce format-là. Merci Christiane d'avoir été avec nous. De rien Diego, merci à vous. Merci Alain. Entièrement content.
Et merci à l'ensemble des invités, Madame Beauchamp, Dr Bernard, Anna et Clara.